la dette des États-Unis explose, dépassant maintenant les 36 trillions de dollars. Donald Trump, Elon Musk et Doge peuvent-ils arrêter les États-Unis? La dette d'atteindre 40, 50, 60, 100 trillions de dollars, peut-être même plus. Je vais révéler la vérité sur les États-Unis. La dette, en ce moment, en une étape simple et rapide. Étape numéro 1, passons en revue ce qu'il cache. Nous commençons avec un graphique qui remonte de 2007 à 2010. Vous remarquerez que c'est la GFC, c'est le S&P 500. À gauche, nous passons de 800 à 1600. En 2007, nous avançons tranquillement, montant, 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 montant. Nous atteignons un point presque juste à 1600 et puis la Fed commence à réduire les taux d'intérêt. Le marché commence à sentir qu'il y a quelque chose de potentiellement mauvais et commence à descendre. Nous avons un petit rebond, mais ensuite un effondrement complet au milieu de 2008 quand il devient évident que les choses tournent mal. Pendant cette période, le S&P 500 a chuté d'environ 50%. Maintenant, beaucoup de gens qui regardent cette vidéo en ce moment diraient « Ouais, Georges, je sais que ça a du sens parce qu'on a ce gros problème qu'on appelle la crise du logement. » Pas vraiment. Je voudrais rappeler à tout le monde qu'à l'époque, le taux de défaut sur les hypothèques est passé de 2% à environ 5%. Ce n'est pas si grave. En fait, si je vous avais demandé à la plupart d'entre vous à quel taux de défaut nous sommes arrivés, vous auriez probablement dit 40, 50, 60%. Parce que c'est l'impact que cela a eu sur le système financier et des choses comme le marché boursier. Mais pour comprendre la vérité sur ce qui s'est passé pendant la crise financière mondiale, c'est ce que nous devons faire pour comprendre la vérité sur les États-Unis. La dette aujourd'hui, nous devons la considérer comme une crise financière. Et la plupart d'entre vous, encore une fois, qui regardent cette vidéo, diraient « D'accord, Georges, je comprends ça à cause de ces titres adossés à des hypothèques. Ils ont été titrisés, ces dérivés, ils étaient sur les bilans des banques partout dans le monde. Et si tu fais un trou dans le bilan des banques, tout à coup, le système s'effondre. » Encore, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Laissez-moi vous montrer de quoi je parle. Nous devons examiner le fonctionnement du système financier pour vraiment comprendre ce qui a causé cette baisse de 50% et à la fin de la journée, la baisse de 50% ou la crise financière ou les problèmes au sein du système bancaire étaient le résultat d'un manque de liquidité. Pour vous montrer de quoi je parle, éditeur, allons directement à mon bureau. Regardons un diagramme de mon bon ami Jeff Snyder de l'université Eurodollar. Cela montre comment les banques qui composent le système monétaire mondial fonctionnent réellement, comment elles opèrent entre elles et comment elles créent de la liquidité en dollars. C'est ce qui est nécessaire pour que le système financier fonctionne, ou, dans ce cas, pour que le système financier survive réellement. Donc, nous avons la Banque de Russie, les îles Caïmans, Singapour, Montréal, les Bahamas, la Suisse. Nous inventons juste ces noms, juste pour l'exemple. Ce sur quoi je veux que vous vous concentriez en premier, ce sont toutes ces flèches. Donc, cela signifie que le crédit passe d'une banque à une autre. Donc, la Banque de Russie émet du crédit à la Banque des îles Caïmans. La Banque des îles Caïmans émet du crédit à Singapour, et ainsi de suite. Mais maintenant, regardons chaque endroit. Sur le diagramme, cela est surligné en jaune. Donc, pour la Banque de Singapour, nous avons un repos interbancaire. Pour la Banque des Bahamas, nous avons un autre repos interbancaire. Et ensuite, nous allons vers ces banques de négociation mondiale. La première banque de négociation, puis la Banque de négociation mondiale BSD, et ils prêtent. En fait, les titres du Trésor, en d'autres termes, la dette des États-Unis, à ces banques pour que cette transaction de repos ait lieu. Une autre façon de voir cela, c'est que les trésors américains, les titres du Trésor, plus précisément les bons du Trésor, sont au cœur du système monétaire mondial. Sans les bons du Trésor, vous n'aurez pas de liquidité en dollars, car ce sont les garanties nécessaires. Ils sont le composant nécessaire
Et sans liquidité en dollars, tout s'effondre. La maison de cartes s'effondre. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo en ce moment se disent « D'accord, Georges, je comprends ce que tu dis sur les bons du Trésor, mais chaque fois que j'écoute un expert ou que je regarde les nouvelles financières des médias traditionnels, ils parlent toujours de liquidité en termes de réserve bancaire, le bilan de la Fed. Donc, si la Fed fait du QE, oh mon Dieu, ils augmentent. Le montant des réserves bancaires dans le système augmente donc la liquidité. Donc, si nous voulons vraiment être précis à ce sujet ou exact, oublions ces stupides T-bills. Non, 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 non. Le centre du système monétaire solaire est la réserve fédérale, son bilan, et encore une fois, ces mots, réserve bancaire. Eh bien, laissez-moi vous montrer pourquoi c'est faux. Ça remonte à la plomberie. Vous voyez, ce diagramme que nous venons de regarder était, ou c'est en gros ma version de ce diagramme. Donc, vous avez la banque A, B et C, et elles échangent et étendent du crédit les unes aux autres. Donc, vous avez tous ces dollars, ce crédit en dollars, qui passe de la banque A à la banque B, à la banque C, de la banque C à la banque A, et le collatéral qu'ils utilisent. Ce sont ces T-bills. Eh bien, pourquoi ne les utilisent-ils pas, ces réserves bancaires? Tout comme la plomberie normale qui va à une maison, tout tourne autour des tuyaux, croyez-le ou non. Alors, pensez à ces tuyaux qui relient les bilans, tout comme vous penseriez aux tuyaux dans votre propre maison. Donc, les bilans de ces banques A, B et C sont connectés et ils sont aussi connectés à, disons, la banque BS. Maintenant, la banque BS est pleine de bêtises. Mais la raison, ce n'est pas pour ça que je les ai appelés banque BS. Je les ai appelés banque BS parce qu'ils ont un tuyau qui va au bilan de la Fed. En d'autres termes, ils ont accès au bilan de la Fed. Ils ont un compte auprès de la Réserve fédérale. Donc, si la transaction se fait juste entre la Fed et la banque BS, eh bien, oui. Les réserves bancaires comptent. Ils sont définitivement de la liquidité. Mais la banque A, B, C, L n'ont qu'un tuyau qui va à la banque BS. Elles n'ont pas de tuyau qui va à la Réserve fédérale. Maintenant, il est possible qu'ils puissent effectuer des transactions et régler qu'ils puissent créer du crédit en utilisant le bilan de la Fed via la banque BS, mais c'est plus compliqué. C'est plus laborieux et c'est plus coûteux. La raison pour laquelle il y a tant de demandes pour ces bons du Trésor à court terme, même de la part des grandes banques qui ont un tuyau ou un accès au bilan de la Fed, c'est parce que dans le monde réel, dans le système monétaire mondial, ces bons du Trésor ont beaucoup plus d'utilité que les réserves bancaires qui existent simplement sur le bilan de la Réserve fédérale. Alors voici le moment dans la vidéo où nous relions tous les points. Allons-y et mettons toutes les pièces du puzzle ensemble. La clé que nous venons de voir, c'est que le collatéral est essentiel à la liquidité en dollars. Et la liquidité en dollars est essentielle au système financier. D'accord. Eh bien, quand nous avons eu cette baisse de 50% de l'S&P 500, qu'est-ce qui est arrivé à l'ensemble du collatéral qui était dans le système? Eh bien, imaginons simplement que nous avons un graphique en secteur représentant 100% du collatéral. Évidemment, je simplifie les choses. Et supposons un instant 50% de bons du Trésor et, à l'époque, 50%. Titres adossés à des hypothèques. En effet, c'était exactement la même chose. Les titres adossés à des hypothèques avaient exactement le même profil de risque qu'un bon du Trésor. En d'autres termes, zéro risque. Jusqu'à ce que nous voyions les défauts passer de 2% à 5% et que le récit change dans les médias grand public. Alors, toutes ces banques dans le système euro-dollar qui utilisaient des bons du Trésor et des titres adossés à des hypothèques. On dit aux autres banques, maintenant, nous n'acceptons que des bons du Trésor
Alors, que s'est-il passé? C'est presque du jour au lendemain, vous aviez 50%. Des garanties dans le système monétaire mondial disparaissent. C'était le véritable catalyseur qui a créé la crise financière mondiale. Alors maintenant, avançons rapidement jusqu'en 2025. Nous savons que Janet Yellen est sur le point de quitter son poste à la tête du Trésor et que Scott Bessent arrive pour prendre le relais. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez les commentaires de Scott, avant qu'il ne prenne le poste, il était très critique envers Janet Yellen. Il était là, secouant le poing et disant que Janet Yellen était nulle. Ce qu'elle fait est terrible pour les États-Unis. Mais de quoi parlait-il? Il parlait de cela, et j'exagère, il ne disait pas littéralement que Janet Yellen était nulle. Je veux juste être clair là-dessus. Il le sous-entendait de manière très professionnelle. Mais à quoi faisait-il référence spécifiquement? C'est la façon dont Janet Yellen avait modifié l'émission des États-Unis, bons du Trésor américain, dette. Donc, normalement, disons qu'ils émettraient 50% à long terme, donc disons des obligations de 10 ans, 30 ans, et 50% à court terme avec des bons du Trésor. Encore une fois, je simplifie juste pour l'exemple. Et si les taux d'intérêt sont très bas, l'argument est que si les taux d'intérêt augmentent à l'avenir, cela va impacter un pourcentage plus bas de la dette en circulation. Pour les États-Unis, supposons un instant que vous ayez 10 prêts hypothécaires et 5 d'entre eux sont à taux fixe et 5 d'entre eux sont à taux variable. Eh bien, si les taux d'intérêt augmentent, cela n'impactera pas 5 de vos maisons. Maintenant, utilisons un autre exemple avec une autre personne et supposons simplement qu'elle ait 9 propriétés où elles sont à taux fixe, l'hypothèque. Eh bien, si les taux d'intérêt augmentent, cela n'impactera qu'une seule de leurs propriétés. Donc, c'était la critique de Scott. À l'égard de Janet Yellen, elle émet trop à court terme, ce qui transforme essentiellement la dette du gouvernement des États-Unis en un prêt hypothécaire à taux variable, au lieu qu'un pourcentage plus élevé de la dette soit comme un prêt hypothécaire à taux fixe. Mais maintenant, que penses-tu que Scott fait maintenant qu'il a le poste de Janet Yellen? Éditeur, allons-y et passons directement à Internet. Le département du Trésor a fait une annonce. Il va émettre plus de bons à court terme que d'habitude. C'est bizarre. Et cette annonce est venue malgré le fait que le nouveau secrétaire au Trésor, Scott Bessent, ait précédemment critiqué sa prédécesseure, Janet Yellen, pour avoir émis des montants exceptionnellement élevés de dettes à court terme. Donc, tu vois ce qui vient de se passer. Scott était assis là, en pointant du doigt Janet Yellen, en disant qu'elle est nulle, qu'elle est idiote, qu'elle est une imbécile. Elle met en péril la santé financière à long terme des États-Unis, en nous donnant essentiellement ce prêt hypothécaire à taux variable avec un pourcentage plus élevé de notre dette globale. Et puis, dès qu'il prend ses fonctions, dès qu'il commence le travail, il passe de dire que Janet Yellen est nulle à « Ah ouais, Janet Yellen est une génie ». Et toute cette politique d'émission que je critiquais auparavant, ouais, nous allons en fait faire exactement la même chose. Donc, évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a probablement reçu un coup de fil de Jamie Dimon, ou disons simplement de quelqu'un qui est dans le coup et qui comprend vraiment le système monétaire mondial. Et ils ont dit, ouais, Scott, tu ne peux pas changer l'émission. Et voici pourquoi. Parce que si tu changes l'émission, tu réduis le nombre de bons du Trésor dans le système. Si vous réduisez le montant des bons du Trésor dans le système, cela réduit une partie des garanties, ce qui retire une partie de la liquidité en dollars. Et s'il n'y a pas de liquidité pour le système monétaire mondial parce que tu retires dehors la garantie nécessaire ou un pourcentage de la garantie nécessaire, alors nous allons avoir une répétition de ce que nous avons vu pendant la crise financière mondiale.
Et Scott, je parie que tu ne veux pas que cela se produise sous ta surveillance. Alors, quelle vérité sur la dette des États-Unis cela révèle-t-il? Eh bien, malheureusement, nous sommes dans une position en tant qu'États-Unis. C'est beaucoup comme le dilemme de Triffin, ou le paradoxe de Triffin. Mais au lieu que le paradoxe soit qu'il doit y avoir de plus en plus de dollars américains, maintenant nous sommes dans une situation où il doit y en avoir de plus en plus, de plus en plus. États-Unis, bons du Trésor, il doit y avoir de plus en plus de garanties. Par conséquent, la dette des États-Unis doit continuer à augmenter. Donc, même si Donald Trump, Doge et Elon réussissent à réduire les dépenses publiques et à les rendre plus efficaces, à un certain moment, ils vont recevoir cet appel et ils vont devoir prendre la décision. Continuez-vous à réduire les dépenses, donc à diminuer les garanties et à mettre en péril le système monétaire mondial? Ou est-ce que vous arrêtez ce que vous faites pour éviter que la probabilité d'avoir un autre 2008 et 2009 n'augmente de façon exponentielle? Et pour ceux qui regardent ça en se disant, Georges, eh bien, à un moment donné, nous devons prendre une décision difficile et Trump va mettre l'Amérique en premier. Il l'a dit encore et encore. Et nous ne pouvons tout simplement pas être pris en otage par ce qui se passe dans le système monétaire mondial. Nous ne pouvons pas continuer à faire croître notre dette, ce qui rend l'économie de moins en moins efficace, ce qui abaisse le niveau de vie de l'Américain moyen juste pour soutenir ce système euro-dollar ou ce qui se passe en dehors des États-Unis. Et je comprends tout à fait. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes dans un monde interconnecté. Nous sommes dans un système financier interconnecté et un système monétaire mondial. Donc, si vous décidez d'aller de l'avant et de priver le système de garantie, la dette des États-Unis, en rendant le gouvernement fédéral américain plus efficace, alors que va-t-il se passer? Ou que ce qui est probable, c'est une répétition où le S&P 500 chute de 50% et disons que l'immobilier chute aussi de 50%. Et qu'est-ce que cela fait pour le niveau de vie du Joe et de la Janet Moyens? Donc, la vérité sur la dette des États-Unis, c'est que ça nous plaise ou non, elle va probablement continuer à croître, mais ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. Vous voyez, si nous pouvons déréglementer, si nous pouvons nous débarrasser de la bureaucratie et des formalités administratives, nous pouvons faire croître l'économie plus rapidement que les dépenses publiques. Et donc, le pourcentage des dépenses publiques par rapport au PIB diminue. Et en fin de compte, cela va être bénéfique pour l'économie dans son ensemble. Cela va le rendre plus efficace. Cela va nous permettre de créer plus de biens et de services, ce qui, au bout du compte, est ce qu'est la véritable richesse. Bonjour, cher rebelle. Je voulais vous informer d'une toute nouvelle chaîne que j'ai lancée où je vais interviewer tous vos préférés, Lynn Alden, Chris McIntosh, Robert Kiyosaki, Doge Casey, Luke Groman, Brent Johnson, Jeff Snyder, Peter Schiff, Mike Maloney, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour être sûr de ne jamais rater l'une de ces incroyables interviews, vous allez vouloir cliquer sur le lien dans la description. Abonnez-vous dès maintenant aux interviews de Rebelle Capitaliste et je vous verrai dans la prochaine vidéo